Voilà, merci à tous. Donc, je suis docteur Fogliani. Je parle en tant que médecin de douleur au centre Antoine Lacassagne, qui est un centre de lutte contre le cancer à Nice. Et je vais vous parler un petit peu alors, je vais utiliser ma flèche. Voilà, de ce qu'on fait dans la prise en charge de la douleur, faire un focus sur la douleur. Donc, un peu de données dont Karim Bandian a déjà parlé ce matin, puisque j'extrais un peu ces données de l'étude Vican 5, qui montre quand même plein de choses intéressantes. C'est qu'il y a quand même plus de 3/4 des patients qui se plaignent de douleurs, donc 5 ans après, qui se plaignent de douleurs qui ont même eu un impact sur leur qualité de sommeil. Donc on laisse imaginer ces douleurs-là sur la fatigue, sur le reste. Il y a déjà des choses qui s'intriguent et qui sont intéressantes à voir. Sur tous ces patients diagnostiqués douloureux, il y a un tiers qui se plaignent de douleurs neuropathiques et depuis plus de 3 mois, c'est-à-dire chroniques, donc de douleurs chroniques neuropathiques. Ça aussi, c'est intéressant parce que c'est pas facile à traiter, hein, tous ceux qui s'y collent le savent. Et pourtant, ça a un impact très, très important sur la qualité de vie des patients. Toujours pareil, un tiers des patients douloureux ont des douleurs décrites comme fréquentes et fortes, donc c'est quand même pas anodin du tout. Et enfin, il l'a déjà dit tout à l'heure dans son intervention, mais c'est important à dire, il y a vraiment un problème de santé publique autour de ces douleurs neuropathiques, puisqu'il y a un impact direct qui a été observé entre la présence de douleurs neuropathiques et la non-reprise de travail ou la difficulté à reprendre à temps plein un travail. Toujours dans les données, j'ai trouvé intéressant de mettre les douleurs, l'incidence des douleurs post-opératoires chroniques selon le type de chirurgie. Il y a eu des études faites par les anesthésistes qui montrent qu'il y a 3 localisations particulières qui intéressent l'oncologie. C'est tout ce qui est amputation pour un sarcome ou voilà, une maladie de ce genre. Et puis, vous avez vu les douleurs de mastectomie qui sont quand même très représentées dans ces douleurs neuropathiques aussi, puisqu'il y a 65% de douleurs neuropathiques en post-mastectomie. Et enfin, tout ce qui est thoracotomie, c'est-à-dire tout traitement chirurgical du cancer du poumon. Donc on peut dire que déjà, ces 2 cancers, on doit prêter attention particulière. On sait qu'en douleur post-opératoire, il y a de fortes chances, si on peut dire, d'avoir des séquelles douloureuses. Donc il faut particulièrement les surveiller. Et c'est donc des pathologies à risque. Alors c'est quoi la douleur ? Une petite définition pour montrer la complexité de l'affaire. Parce qu'elle se définit, c'est une définition qui a réuni des tas d'experts pour arriver, donc elle est difficile à comprendre, mais elle se définit comme une expérience sensorielle ou émotionnelle désagréable. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'on voit bien qu'il y a une subjectivité dans la douleur, ce qui va être compliqué à évaluer. C'est pas comme une température, hein. Il y a un thermomètre, il a 38,5, on va pas discuter pendant 1 heure pour savoir si... Voilà. Tandis qu'une douleur, c'est une subjectivité, d'où la complexité d'évaluation. Un dommage tissulaire présent ou potentiel ou décrit en termes d'un tel dommage. Pour vous dire que quelqu'un qui a mal, une plainte douloureuse, il faut savoir l'entendre même si à un moment T, quand vous recevez le patient, vous n'avez pas forcément de substrat derrière au scanner, d'explication très claire, d'étiologie. Le patient a mal et on suppose que c'est quelque chose, même si on ne l'a pas encore vérifié. Il arrive même des fois que la clinique précède les résultats d'examen radiologiques à venir. Alors, il y a 2 types de douleurs qui sont très importantes à connaître parce que tous les traitements en dépendent. Donc, le diagnostic est important. C'est la douleur nociceptive qui résulte d'atteintes de nocicepteurs qui sont présents au niveau des organes et au niveau cutané, par exemple. Et puis des douleurs neuropathiques qui peuvent toucher le système nerveux central dans sa globalité, soit central, soit périphérique. Ça peut être des douleurs post-AVC de l'hémicorps contralatéral ou des douleurs par atteinte d'un nerf périphérique. Alors la douleur chronique séquelaire, comment elle rentre dans tout ce panel ? Déjà, la douleur chronique, c'est important de la définir, elle est supérieure à 3 mois. Souvent, on a vu en phase avancée du cancer, ce sont des douleurs chroniques liées à l'évolution de la pathologie, évidemment, avec des métastases, etc. Ça, voilà. Et il y a une autre douleur chronique à prendre en compte, donc c'est important puisque c'est exactement le but des centres d'études et de traitement de la douleur, de prendre en compte ces douleurs chroniques, c'est les douleurs séquelaires des traitements, qui des fois restent très longtemps. Vous avez vu que tous les traitements possibles, je ne vais pas les décrire, peuvent provoquer des douleurs. Et ce qui est intéressant à connaître, et ça on le sait en tant que médecin algologue, parce que ça fait partie de notre formation, c'est que toute douleur chronique
On connaît déjà, on sait qu'il va y avoir un impact dans la vie du patient. On a même obligation dans les recommandations HAS de prise en charge des douleurs chroniques du patient cancéreux, on a obligation d'aller faire un bilan psychologique et social. Dans notre mot, on doit faire un petit topo et on adresse à des personnes compétentes, mais en tout cas dépister s'il n'y a pas déjà des retentissements psychologiques ou sociaux. Donc ça, c'est un petit focus rapide. Quand s'interroger, la douleur, c'est tout le long du parcours. Mais même dans l'après-cancer, ce qui est un peu nouveau et qui n'est peut-être pas tellement organisé dans nos établissements, en tout cas, et peu connu par certains médecins ou qui n'ont pas trop envie de s'y intéresser, mais il y a quand même beaucoup de douleurs. Maintenant, on ne peut pas l'ignorer. C'est séquelaire. Important d'anticiper, puisqu'on a vu que tous les traitements peuvent provoquer ces douleurs séquelaires. Et puis les points de vigilance, ça sera bien travailler déjà le repérage par tout le monde, le chirurgien qui voit son patient tous les 6 mois en surveillance, l'oncologue qui partage cette surveillance au départ, puis une fois par an, mettre des affiches dans l'établissement pour que le patient puisse contacter directement les personnes compétentes, etc. Donc faire une organisation pour que les patients puissent tirer la sonnette d'alarme et surtout donc en parler aux patients. Parce que ça, c'est un peu du vécu, et ce que je découvre, c'est que le silence autour de ces douleurs séquelaires, lors des réunions d'évaluation, lors des consultations d'évaluation, c'est extrêmement douloureux pour un patient. Soit c'est une culpabilité pour le patient qui dit « je ne devrais pas avoir mal, on ne m'en parle pas, je suis minable, pourquoi j'ai mal alors que je suis guérie, ma femme en a marre de m'entendre me plaindre ». Enfin, il y a plein d'impacts de l'ordre de la culpabilité. Et puis la deuxième chose aussi, on en a largement parlé, c'est la crainte de la récidive. Et j'ai une femme jeune à qui j'ai dit que sa douleur était présente chez 30% des femmes après une mastectomie. Et elle m'a dit « Ah, mais ça me rassure, j'ai cru que j'avais une récidive et que mon chirurgien n'osait pas me le dire ». Enfin, pour vous dire qu'après, le silence laisse place à des constructions de la part des patients. Donc c'est très important d'en parler. Parce qu'au moins, ça dédramatise, ça arrive, on va vous prendre en charge et ça peut même soulager un peu déjà. Donc, informer et expliquer un peu les mécanismes de la douleur à un patient pour qu'il sache en parler et pour dédramatiser cet effet secondaire qui est finalement assez fréquent. Alors ça, je ne vais pas vous le décrire, sinon voilà. Mais je vais vous raconter un peu cet organigramme en séparant les choses entre 4 parties. En fait, cet organigramme, c'est vraiment essayer de voir l'existant actuellement dans la prise en charge de la douleur. Comment c'est organisé actuellement et comment on peut utiliser ce qui existe actuellement. Alors la première partie, qui prend la moitié de la page, c'est un peu, je pense, ce que chacun devrait pouvoir prescrire en première intention, quelle que soit notre spécialité, du médecin traitant, de l'algologue, de l'oncologue, le chirurgien. Ce serait un idéal peut-être, mais ce serait bien que la première ligne de traitement soit proposée par n'importe quel médecin qui prend en charge un patient pour une première fois. Et puis, on ne s'en sort pas parce que le patient est dur à évaluer, parce qu'il est intolérant à pas mal de traitements proposés, on ne sait plus quoi mettre. Donc là, c'est le rôle de l'algologue. Effectivement, on adresse à un référent douleur pour refaire un point, réévaluer, proposer d'autres traitements. Et puis lui-même ne s'en sort pas bien, il sent que ça ne suffit pas, les traitements chimiques. On a besoin d'être vraiment à plusieurs autour de ce patient. Et on commence à rentrer dans les centres d'études et de traitement de la douleur qui proposent des hôpitaux de jour. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'ils font des traitements spécifiques comme la pose de patch de Cutenza, qui est un patch à base de piment qu'on met sur des douleurs neuropathiques bien circonscrites. Ça peut être des perfusions de kétamine sur des douleurs neuropathiques diffuses. Donc il y a des traitements spécifiques de ces hôpitaux de jour. Et puis, il y a aussi besoin parfois qu'on se pose avec plusieurs intervenants en soins de support, voire plusieurs spécialistes, un neuro, plus un algologue, etc., pour faire une concertation. Il ne s'agit pas de saucissonner et d'accumuler les consultations, mais à un moment donné de se parler et de dire voilà, quelle stratégie thérapeutique on peut proposer à ce patient et le faire avec le patient au centre de la prise en charge. Donc ces hôpitaux de jour ont ce double rôle qui est quand même intéressant quand on ne s'en sort pas. Et puis, il y a un peu l'ultime, je dirais, quand il y a besoin de technicité pour traiter ces douleurs, parce qu'on peut trouver des fois des solutions, mais on a besoin de réfléchir à plusieurs. Et c'est des RCP, douleurs rebelles. À Nice, elles sont en commun avec le CHU de Nice.
Donc, on provoque une réunion, il y a des neurochires qui y participent, il y a des radiologues interventionnels, il y a des algologues, on présente un dossier, il y a plusieurs algologues à la fois du Centre Antoine Lacassagne et du CHU de Nice, et on réfléchit à un dossier et on peut faire des propositions dont je vous parlerai un petit peu, je donnerai quelques exemples en fin de diapo. Donc voilà, montrer qu'il y a des étapes, qu'il faut les connaître, parce que comme ça, on ne laisse pas le patient trop dans la nature. Mais la première étape, c'est quand même un peu de s'y coller et de proposer un traitement au patient qui vient voir un de nous en disant j'ai mal, j'ai terminé mes traitements, mais j'en peux plus, je suis déçu, je pensais être comme avant. C'est ce qu'on a dit longuement, c'est un peu leur expression. Et ben non, finalement, j'ai toujours des douleurs, je suis pas bien, etc. Alors, comme je vous ai dit, l'important quand c'est une douleur chronique, et ça on a l'habitude, c'est de faire un point rapide sur psychologique et social. Ça, c'est vraiment une habitude à avoir. Et puis surtout, quelqu'un qui présente une douleur après la fin des traitements, la première question à se poser, c'est éliminer une récidive. On ne peut pas parler de séquelles tant qu'on n'a pas éliminé une récidive. Donc la première chose, c'est ça. Après, on analyse cette douleur. Et ensuite, on évalue bien la douleur et on propose un traitement en fonction de l'évaluation. Alors, un petit focus sur, parce que comme c'est sur anticiper, il y a quand même un truc intéressant, c'est qu'il y a des patients à risque de devenir douloureux chroniques. Et ça, on le sait. Avant une intervention chirurgicale, il y a vraiment des anesthésistes qui se sont penchés sur l'affaire, et il y a des facteurs de risque en préopératoire, en péropératoire et en post-opératoire. Alors, on reconnaîtra facilement parce qu'en fait, ça se voit maintenant, c'est de plus en plus discuté dans le congrès de la douleur, cette classification. Effectivement, la femme jeune a donc l'âge quand même du patient est très important, a plus de risque de devenir douloureux chronique en post-opératoire. Il y a l'état psychique du patient, si c'est déjà quelqu'un qui a des antécédents d'anxiété massive, de catastrophisme ou de dépression, ce sont des facteurs de mauvais pronostic. Social, si c'est quelqu'un qui a déjà de nombreuses fois été arrêté, c'est pas très bon. Ils se rendent bien compte qu'il y a une relation après avec un risque surajouté. Et il y a toute l'histoire douloureuse, quelqu'un qui a déjà une maladie chronique à la base, qui est déjà sous opioïdes, il faut faire super attention, on sent que c'est une fragilité supplémentaire. Et puis, il y a les facteurs physiologiques qu'on connaît, par exemple, quelqu'un qui a déjà une fibromyalgie avec une hypersensibilité centrale va évidemment être encore plus sensible à cette nouvelle expérience douloureuse que quelqu'un qui n'a pas ce problème. Après, il y a tout ce qui est pendant l'intervention, et qui est importante. Il y a des efforts de fait. Il y a par exemple des choses qui diminuent le risque, comme les interventions mini-invasives dans le cancer du poumon, qui ont quand même diminué le taux de douleur séquelaire. Il y a l'épargne d'un nerf pendant l'intervention avec l'application de certaines équipes à faire très attention de ne pas toucher les nerfs. Voilà, il y a plein d'efforts qui sont faits, mais plus l'intervention va durer longtemps, plus l'incision va être grande, et particulièrement en milieu inflammatoire, et plus le risque de douleur chronique après est important. Il y a le type d'anesthésie, avec l'intérêt, mais ça ils le font déjà, pour des risques majeurs comme en orthopédie par exemple, où ils font des blocs plus facilement pendant l'anesthésie. Je pense que peut-être dans l'avenir, il faudra dire voilà, c'est une personne à risque. Et bien pour cela, dans le cancer de ceci, de cela, on va faire un bloc parce que c'est une personne à risque. Comme on le fait pour une chirurgie classique douloureuse, on peut le faire aussi pour des personnes à risque. Et puis enfin, il y a la prise en charge en douleur post-opératoire par les anesthésistes, qui est aussi à risque. Si on laisse une douleur intense durer dans le temps, on favorise encore le développement d'une chronicisation de douleur en post-opératoire, l'hyperalgésie péricicatricielle. Si en plus il y a un caractère neuropathique à cette douleur, c'est un facteur de risque. Et puis quand cette chirurgie est associée à d'autres traitements comme la chimiothérapie, la radiothérapie, on augmente encore le risque. Pour vous dire que voilà, il y a presque aussi à anticiper les choses et aller observer quelle population à risque pourrait être prise mieux en charge dès l'annonce du diagnostic. Alors, avec quoi on évalue la douleur? Il faut être un peu systématique, mais au fond, c'est pas super sorcier. Il y a la localisation, évidemment, de quoi on parle, quelle localisation. Après, il y a l'intensité.
L'intensité, l'échelle actuellement qui est la plus utilisée par toutes les équipes, voilà, c'est l'échelle numérique. On dit aux patients, est-ce que vous pouvez me donner alors on utilise des mots qui conviennent aux patients, l'intensité de votre douleur, la force de votre douleur, enfin ce qu'on veut, entre 0, pas de douleur du tout, et 10, la douleur maximale imaginable. Et on laisse le patient répondre spontanément si on veut être... Enfin, moi, ça m'aide beaucoup de savoir dans les dernières 48 heures le minimum et le maximum aussi. Comme ça, avec ça, vous avez déjà une bonne idée de comment fluctue sa douleur et quel type de douleur il a. Donc, ça s'appelle l'échelle numérique. Et puis, j'ai présenté l'échelle verbale simple, qui est l'échelle qui est recommandée pour les sujets âgés, qui ont une grande difficulté à l'abstraction, sans parler de démence ou quoi que ce soit. Avec l'âge, on perd ce pouvoir d'abstraction et l'échelle verbale simple est reconnue comme la plus efficace pour évaluer la douleur chez le sujet âgé. Donc voilà, pour des gens qui peuvent se permettre une auto-évaluation, de s'auto-évaluer, ce seraient les 2 échelles de recommandation que je vous signalerai. Et puis après, il y a les personnes non communicantes. Pour ces personnes-là, j'ai donné l'exemple d'Algo+, qui est assez rapide. C'est cette fois-ci les soignants qui vont regarder le comportement du patient et voir si les comportements, vous voyez, il y a au niveau du visage, au niveau des yeux, du regard, est-ce qu'il y a des plaintes pendant le soin, est-ce qu'il y a la protection d'un membre, etc. Il y a 5 items. Et quand le résultat est supérieur ou égal à 2, donc oui, c'est 1 et non, c'est 0. Si le résultat est supérieur ou égal à 2, ça veut dire qu'il y a une suspicion de douleur chez ce patient non communicant et il faudra donc lui proposer un traitement d'épreuve, comme on dit, puisqu'on peut pas... Et on va voir si le traitement proposé modifie son comportement. Et on se dit, bah oui, l'infirmière vous dit, elle est super calme depuis qu'on a remis ce traitement, ça y est, ça va mieux. Bon, il y avait bien une douleur, donc on arrive à l'évaluer. Alors, ce qui est important aussi, c'est le type de douleur, puisque ce n'est pas les mêmes traitements. Donc, on a l'intensité, on a la localisation, on cherche le type de douleur. Est-ce que c'est une douleur plutôt nociceptive ? Donc, voilà, les causes peuvent être multiples, ça peut être une infection, un traumatisme, etc. La description est très variée, ça peut être à type d'arrachement, de poids, je parle de verbatim de patient, voilà, très flou, il n'y a pas de topographie neuropathique, et sur ces douleurs nociceptives, les antalgiques classiques marchent. Contrairement aux douleurs neuropathiques, qui peuvent être aussi de plein de causes différentes. Ça peut aller du membre fantôme à un zona débutant, à des douleurs post-radiothérapie, etc. Et on connaît tous à peu près symptômes à petits de brûlure, de fourmillement, de décharge électrique. C'est quand même assez particulier, spécifique aux douleurs neuropathiques. L'examen de la zone neurologique permet de voir qu'il y a des fois des modifications, par exemple, de la sensibilité. Ça peut être soit une hyposensibilité, soit des fois, au contraire, une hypersensibilité douloureuse au frottement, ça s'appelle l'allodynie, qu'on observe chez certains patients. Et ce type de douleur est quand même peu sensible aux antalgiques classiques. Donc, il faut savoir donner des traitements spécifiques de ces douleurs neuropathiques. Alors, il existe 2 scores, en fait. Le score DN4 et le NPSI. Bon, nous, on utilise plutôt le DN4, donc je vous ai présenté celui-là. Il y a donc plusieurs items pour analyser la douleur. Je pense que tous les médecins connaissent à peu près les symptômes. Il y en a un qui est un peu piège, c'est la démangeaison. Donc, je vous en parle parce que on le connaît moins. Quand un patient a vraiment un symptôme de démangeaison le long d'un nerf, sans aucune lésion cutanée, se poser la question d'une douleur neuropathique, en fait, qui est sous-jacente. Ça, cliniquement, on s'est tous fait avoir une fois, après on s'en rappelle. Et voilà. Donc, ce score qui permet, si on fait une étude, de marquer dans le dossier à quel score il était, quel type de douleur il avait, et qui peut permettre après de faire des études intéressantes, même à distance, qu'on peut scanner dans le dossier du patient. Et alors, les traitements pour la douleur nociceptive, c'est les fameux 3 paliers de l'OMS que tout le monde connaît, qui est une recommandation standard qui évolue, parce qu'on sait très bien que le traitement médicamenteux ne suffit pas à traiter une douleur chronique, mais c'est un point de départ quand même. Et je trouve que si déjà chacun sait mettre en place ce palier, c'est intéressant. En gros, on sait qu'on a une douleur nociceptive, donc non neuropathique. On sait l'intensité de la douleur. Pour une douleur entre 0 et 4, on propose un palier 1. Pour une douleur entre 4 et 7, on met en place un palier 2. Et pour une douleur supérieure à 7 d'emblée, surtout si elle est continue, on tente un palier 3 s'il n'y a pas de risque de mésusage chez le patient, le temps qu'il passe des examens et qu'on comprenne ce qui se passe pour ne pas le laisser trop algique.
Ça, c'est les recommandations dans les paliers 2. Alors, je ne peux pas refaire toute la pharmacologie, mais il y a donc le paracétamol codéiné, le tramadol et tout ce qui est dérivé d'opium comme l'amaline et l'isalgie. Et dans le palier 3, il y a les différents types d'opioïdes, la morphine, je vais me dépêcher, l'oxycodone et le fentanyl. Donc, les règles simples, c'est ne pas s'attarder trop longtemps sur un palier, ça ne sert à rien, et ne pas changer un palier 2 contre un palier 2, passer à un palier 3 si le palier 2 ne suffit pas. Et les paliers 3, c'est des doses, il n'y a pas de dose maximale, vous savez, c'est des doses à adapter individuellement, les opioïdes, et c'est pour des douleurs intenses. Alors, je voulais vous parler de l'application OpioConvert qui est top niveau pour faire des relais d'opioïdes. Vous tapez, vous le mettez, vous le téléchargez dans votre portable et vous voulez, parce que votre patient par exemple vomit sous oxycodone, vous dites oh là là, je vais essayer un morphinique. Vous mettez la dose qu'il a par 24 heures et il va vous donner la conversion. Voilà, et c'est vérifié par les 3 sociétés savantes et c'est hyper pratique à utiliser pour éviter de se tromper et pour effectuer des relais. La douleur neuropathique, il y a des douleurs neuropathiques périphériques localisées pour laquelle on peut mettre des patchs de lidocaïne, qui est anesthésique locale. Il y a les neurostimulateurs avec les électrodes qu'on peut mettre le long du trajet d'un nerf. C'est dans la recommandation de première intention. Je vais juste vous alerter sur le fait que dans les antiépileptiques qu'on connaît, c'est la gabapentin qui est en première intention et le Lyrica est passé en deuxième ligne. Donc le Neurontin a montré qu'il était plus efficace que le Lyrica dans l'efficacité sur les douleurs neuropathiques. Vous avez les antidépresseurs antisérotoninergiques et les antidépresseurs tricycliques qui sont efficaces sur les douleurs neuropathiques. En deuxième ligne, vous avez le patch de capsaïcine à base de piment si la douleur est bien circonscrite, des injections, la possibilité d'injection de toxines botuliques. Et puis en troisième ligne, il y a des méthodes de neurotransmetteurs au niveau cérébral, au niveau cérébral qui s'appelle le RTMS, qui est très spécialisé, et puis des choses techniques dont je parle un peu plus tard. Donc ça, c'était pour vous montrer que maintenant on passe à des choses plus compliquées. C'est la prise en charge globale dont je parlais dès le départ. En fait, il est important que les médecins de douleur qui traitent des séquelles cherchent à la fois des symptômes associés à la douleur, évidemment, j'en ai déjà parlé, l'anxiété, la dépression, qui augmentent encore le ressenti douloureux du patient, mais dépister aussi les autres séquelles associées et élaborer une stratégie thérapeutique avec le patient au centre du dispositif. Les techniques complémentaires, un exemple ou deux, vous voyez, après une RCP, il peut être décidé une cimentoplastie, c'est le premier schéma, où un radiologue interventionnel va mettre du ciment dans une vertèbre sous anesthésie locale, scanner guidé, et ça va provoquer un soulagement dès le geste technique de radiologie interventionnelle. Il y a après 2 exemples de neurochirurgie. La technique, la stimulation, c'est le premier médulaire. Donc c'est comme un neurostimulateur, mais qu'on met au niveau médulaire pour stimuler l'inhibition de la douleur au niveau médulaire, en choisissant une zone qui correspond à la topographie de la douleur. Et puis enfin, il y a la pompe intratécale qui peut être proposée dans évidemment des douleurs extrêmes, quand c'est des douleurs rebelles. Et évidemment, ce dossier passe en réunion de concertation pluridisciplinaire. Et enfin, il y a la photobiomodulation qui est en fait très ancienne, mais qui commence à de plus en plus, on en entend parler dans la douleur. On le connaît bien dans tout ce qui est épidermite et dermite pendant les rayons. C'est déjà connu et validé pour ces traitements. Ça diminue l'inflammation liée aux rayons et ça permet des fois de bien faire les traitements dans des bonnes conditions et de les terminer, d'éviter éventuellement de mettre des sondes nasogastriques. Donc ça évite un peu ces effets secondaires, mais on s'aperçoit qu'il y a plein d'autres possibilités thérapeutiques avec cette nouvelle méthode, y compris sur les douleurs neuropathiques périphériques post-chimio, par exemple. Donc, j'en parlerai en off si certains sont intéressés. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui va se développer dans l'avenir et qui a plein d'études en cours actuellement pour valider un peu leur efficacité. Donc, je me dépêche, ça je vous laisserai le lire dans le dossier. En résumé, je le regarde là.
Donc, très important de bien l'évaluer, ça c'est certain. Une douleur souvent maltraitée, c'est parce qu'elle a été mal évaluée. On considère qu'elle est continue, alors on a mis un gros traitement avec un patch alors qu'elle est que épisodique, etc., etc. Si on l'évalue bien et qu'on suit bien le traitement, qui suit bien la chronologie de la douleur, on a beaucoup moins de risques de surdosage, de problèmes, etc. Donc bien l'évaluer. Attention, elle est prévisible mais pas normale. Pour autant, en parler au patient et l'aider, parce qu'elle est difficile à vivre. On a bien ce matin compris qu'il y avait un impact dans la vie des patients à tout niveau. Et puis alors le cas important des douleurs qui peuvent apparaître 5 à 10 ans après la radiothérapie. Donc vous imaginez pour un patient qui vit ça, l'angoisse, parce qu'évidemment là il pense à une récidive, c'est clair, l'oncologue aussi et nous aussi. Mais une fois qu'on l'a éliminé, ça arrive. Il y a des douleurs qui peuvent apparaître 5 ans après, qui sont à prendre en charge et qui sont très complexes psychologiquement pour les patients. Toujours éliminer une récidive, ça c'était toujours très important. Prise en charge multidisciplinaire pour des douleurs chroniques, c'est une évidence, mais il faut à chaque fois y penser. Les outils, on les a vus ensemble. Voilà, l'existence d'autres séquelles est toujours à rechercher. Si on ne va pas demander à un patient s'il y a des troubles cognitifs, il ne va pas forcément vous en parler à une consultation de douleur. Et puis dans l'avenir, ce qui sera intéressant, c'est de travailler avec les infirmières d'annonce, par exemple celles qui travaillent en pré-chirurgie, pour déterminer les personnes à risque et rapidement proposer des soins de support et des stratégies thérapeutiques avec les anesthésistes pour limiter ce risque de douleur chronique à distance. Voilà, je vous remercie. Alors, bonjour à tous. Donc, la fatigue, il y en a pour 2 heures. Donc, si vous voulez prendre et réserver une chambre, parce que ce soir, vous n'êtes pas parti, je vous garantis. Donc, Frédéric Chorin, moi, je suis docteur en STAPS, donc du coup, sciences techniques des activités physiques et sportives. Je travaille au CHU de Nice et je suis responsable d'une plateforme, un service d'évaluation des capacités fonctionnelles et de prise en charge en activité physique. Donc, on m'a demandé de vous parler de la fatigue. Donc, ça, pareil, je pense que vous connaissez pas Vican 5. Ça vous dit rien? Bon, on en parle depuis tout à l'heure, évidemment. Je reprends juste les données. Donc, la fatigue, c'est un des principaux symptômes. Le docteur Mendian en parlait tout à l'heure. Oui, les données, elles sont de 2011, mais si vous prenez les revues les plus récentes, on a quasiment les mêmes chiffres. Donc, en effet, c'est quelque chose qui est prépondérant dans la prise en charge pour le cancer. Et du coup, ça persiste avec les années, donc à 5 ans, à 10 ans, même là, si vous regardez bien, jusqu'à 25 ans, il y a 10% des patients qui encore se plaignent de la fatigue. La définition, donc pour gagner un petit peu de temps, je vais respecter le temps. La fatigue liée au cancer est très différente d'une fatigue après une séance de sport ou une longue journée de travail. C'est vraiment quelque chose qui est persistant, qui est un peu différent. Je passe très rapidement. Donc quand s'interroger tout le temps. En fait, nous, typiquement en activité physique, à chaque début de séance, en fait, on demande l'état de fatigue de la personne. Entre 0 et 10, c'est une échelle de Borg. Elle va nous répondre 9. Moi, je sais que 9 et 10, c'est une contre-indication de l'activité physique. Donc, une fatigue extrême, je ne fais pas d'activité physique ou je fais une séance de relaxation, d'étirement, ce genre de choses. C'est une contre-indication. Donc, en fait, quand on vous dit qu'il faut absolument évaluer régulièrement la fatigue, il faut le faire tout le temps. Nous, en activité physique, à chaque début de séance. Donc, je passe assez rapidement. Donc, du coup, se repérer, évaluer les points de vigilance, je vais les détailler juste après. Donc, multifactoriel, multidimensionnel, je le détaille juste après. Je m'arrête juste sur le dernier point, sur la sédentarité. C'est ce qu'il y a ici. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous savez ce que c'est que la sédentarité. On parlait il y a quelques années du tabac tue. Bon, ça, vous oubliez, maintenant, c'est le canapé tue. Voilà. Typiquement, la sédentarité, c'est quoi? C'est exactement dans la position dans laquelle vous êtes. C'est ce qu'il y a de pire. Hein, ouais, je suis debout maintenant, je peux le faire. Donc oui, la sédentarité, c'est ce qu'il y a de pire. Donc en fait, si vous pouvez donner des conseils, c'est de lutter contre cette sédentarité. C'est hyper important. On ne vous demande pas d'aller faire des séances d'activité physique, mais au moins de lutter contre ça, c'est hyper important. Je vais insister vraiment lourdement dessus, mais une séance de kiné ou une séance d'activité physique qui va durer entre 15 et 30 minutes, c'est un patient. Si derrière, vous le mettez 12 heures assis, en fait, ce que vous avez fait, ça ne sert à rien. Donc c'est hyper important de pouvoir leur dire levez-vous régulièrement et cassez ce rythme de sédentarité. Les recommandations, c'est quoi? C'est se lever 5 minutes toutes les 90 minutes. Donc ça, c'est hyper important vraiment de retenir ça. Si vous avez une chose à retenir, j'ai mis dans le QCM ça? Ah, merde. Je vous donne des points comme ça. Non, mais c'est vraiment hyper important de retenir ce côté de sédentarité. Et donc du coup, la différence avec l'inactivité physique, en fait, c'est de ne pas faire les recommandations d'activité physique. Donc, les fameuses 30 minutes d'activité physique par jour. Mais les 30 minutes, c'est quoi? C'est 30 minutes d'intensité modérée. Donc, moi, tous les patients qui viennent me voir et qui me disent « Ah, mais moi, je fais 7000 pas par jour. » Alors, c'est très bien, 7000 pas par jour. Hein.
super, mais vous luttez contre la sédentarité. Vous ne faites pas les recommandations d'activité physique, parce que l'intensité, en fait, elle n'est pas suffisamment élevée. Donc retenez bien ça, la différence entre sédentarité et activité physique, c'est hyper important dans la prise en charge. Et du coup, pour la fatigue, lutter contre la sédentarité, ça ne va jamais fatiguer personne, donc c'est hyper important. Donc bon là, c'est la fatigue liée au cancer est multidimensionnelle, je le détaille juste après. Donc, premier point, tac, le repérage. Donc ça, tout le monde peut le faire. La première question à poser, c'est que vous utilisez une échelle numérique, c'est un peu toujours la même, entre 0 et 10, à savoir que si les patients vous disent moins de 4, pas de problème, vous pouvez continuer à faire ce qu'ils font habituellement. Dès lors qu'ils vont vous dire plus de 4, entre 4 et 10, il faut quand même poser une question supplémentaire, et cette question, c'est le patient est physiquement capable de réaliser les activités habituelles. Si le patient vous répond oui, eh ben c'est pas grave, en fait, il continue à faire ses activités habituelles. Par contre, dès lors qu'il vous répond non, là, du coup, on peut passer à l'étape d'après. Donc, cette phase de repérage, elle est très simple. Une EVA, une échelle numérique, inférieure à 4, on pose la question s'il est capable de faire ses activités habituelles. S'il est capable de le faire, on continue comme d'habitude. S'il n'est pas capable, on passe à la phase 2. La phase 2, c'est quoi? Donc, c'est la caractérisation de la fatigue. Et donc, en fait, c'est là où, en fait, elle est multidimensionnelle. Donc, les trois principales, c'est la dimension physique, la dimension psychologique, la dimension cognitive. J'ai pas dit qu'il y avait que ça, mais c'est les trois principales. Et après, il y en a d'autres. Et ce qu'on a choisi, c'est le QLQ FA12. Donc, nous, c'est le groupe de travail qui a travaillé là-dessus. Donc, on vous dit pas qu'il faut absolument, il faut prendre que celui-là. C'est juste qu'en fait, il y a eu un travail de réflexion qui fait que il semblerait que ce soit le plus adapté, en tout cas, pour faire de la caractérisation. Donc on vous montre quand même comment on a réfléchi. On a repris ce qu'avait fait l'Abso, ça avait fait une revue des biblios avec tous les questionnaires qui existent sur la fatigue, donc ils sont tous cités ici. Donc on ne dit pas qu'ils sont pas bien, d'accord. On dit juste qu'ils ne correspondaient pas en fait à nos attentes. Donc là typiquement tous ces questionnaires sont probablement très bien, mais ils sont pas multidimensionnels, donc nous ça nous intéressait pas. Ensuite, c'était un peu plus compliqué de les avoir. Donc en fait on a eu le Piper modifié, le QLQ-FA12 et le MEFI20 qui sont ressortis. Le MEFI20, moi typiquement je l'utilise, mais parce que j'ai le temps, et en fait il y a 20 items, c'est un petit peu long. Donc en fait on l'a enlevé, on a testé le Piper modifié, et le Piper modifié s'est retrouvé que c'était pas forcément adapté. Donc finalement ce qui a été retenu c'était d'utiliser le QLQ FA12. Donc il ressemble à ça, c'est écrit en anglais, désolé, mais il est en français, on vous le transmettra sans problème. À partir de là, quand vous répondez, comme je vous disais, en fait il y a 3 dimensions, et dans ces 3 dimensions, il va vous dire si c'est plutôt physique, si c'est plutôt cognitif, ou si c'est plutôt psychologique. C'est pas l'un ou l'autre. Des fois, ça peut être les 3 en même temps, mais du coup, ça peut vous donner une dimension qui ressort principalement. Donc moi, vu que je fais de l'activité physique, je vais vous donner un exemple sur l'activité physique, et de toute façon, après, il y aura des exemples sur le cognitif. Donc ce qui se passe, c'est que vous l'avez repéré, vous me l'envoyez en disant il y a besoin de faire quelque chose sur la fatigue, et là, moi, du coup, je vais l'évaluer de manière un peu plus approfondie. Donc il y a plein de choses qui existent. Soit on utilise des équipements, donc moi j'ai la chance d'avoir beaucoup d'équipements pour pouvoir l'évaluer, soit des choses un petit peu plus simples. Ce qu'il faut bien différencier, c'est les évaluations qui vont être diagnostiques et les évaluations qui vont me permettre derrière de pouvoir individualiser une prise en charge. Et ça, c'est bien 2 choses qui sont complètement différentes. Donc faire un hand-grip, c'est un super test pour pouvoir faire un diagnostic, sauf que moi personnellement, qu'il ait un déficit de force au niveau de la main, ça me sert à rien. Par contre, de pouvoir faire un test d'endurance musculaire avec une pente, etc., là, moi, ça me donne des informations qui me permettent derrière de le prendre en charge et d'individualiser la prise en charge. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien différencier ça. C'est, OK, j'évalue la fatigue. Quel type de fatigue? Le QLQ FA12 vous dit que c'est la dimension physique. Très bien, vous me l'envoyez. Je peux confirmer le diagnostic, mais c'est super, mais bon, c'est pas forcément l'intérêt. C'est surtout de pouvoir l'évaluer derrière pour pouvoir le prendre en charge correctement. Bon, je vous ai mis des exemples. Typiquement, le test de lever de chaise, vous le connaissez tous. Se lever pendant une minute. Ok, et du coup, en fait, il y a des cut-offs qui vous disent il a un déficit d'endurance ou pas. Donc, encore une fois, c'est un super test diagnostique, mais moi, ça ne me sert pas à grand-chose. Par contre, il y a des nouvelles technologies maintenant, juste avec le téléphone portable, ça va donner une puissance. Il y a tout un tas de choses qui me permettent, moi, de pouvoir vraiment individualiser derrière. La deuxième chose, après, c'est la prise en charge. Pareil, la prise en charge, on a des indicateurs, comme je vous disais, où en fait, je demande la fatigue à chaque séance. On demande également ce qu'on appelle l'index de Hooper, donc c'est la qualité du sommeil, la fatigue, les douleurs, etc. Mais surtout, en fait, on utilise des nouvelles méthodes maintenant qui permettent de bien caractériser l'activité physique. Quand vous allez faire, vous, une séance d'activité physique, vous allez augmenter votre niveau de condition physique. C'est la même chose pour les patients atteints de cancer. C'est normal. Mais à chaque fois que vous faites une séance d'activité physique, vous générez également de la fatigue.
Et c'est ça le problème, nous, quand on a les patients, c'est que quand on va leur dire on va faire de l'activité physique, ce qu'ils retiennent, c'est quoi? C'est wow, wow, wow. En fait, vous allez juste augmenter ma fatigue. Et non. Ok, il y a la bonne et mauvaise fatigue. Et donc, du coup, on a des outils, nous, pour savoir si ce qu'on génère, c'est bien. Alors, je ne vais pas détailler les calculs, je ne vais pas détailler les courbes, etc. Mais c'est juste pour que vous compreniez le principe. En gros, là, les petites courbes orange, c'est dans la zone efficace. C'est-à-dire que la charge d'entraînement ou l'activité physique que j'induis, elle est efficace. Par contre, si je déborde en dessous, donc c'est en excès, et ben là, je génère de la mauvaise fatigue. Ce qui veut dire qu'elle ne va pas progresser, cette personne. Par contre, en fait, elle va être plus en plus fatiguée et du coup, elle va moins bien supporter les traitements, etc. Donc ça, encore une fois, ça, c'est notre spécialité et du coup, on arrive à gérer les doses qu'on arrive à mettre. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que typiquement, les recommandations, c'est quoi? Les fameuses 30 minutes d'activité par jour. Et si vous mettez ça à une personne en disant, faut faire les recommandations, oui, mais en fait, si elle faisait déjà 10 minutes par semaine et qu'en fait, d'un coup, vous lui mettez les recommandations qui sont à peu près à 6 ou 7 heures par mois semaine, enfin, ça marche pas, c'est pas possible. Évidemment, vous allez générer de la fatigue. Donc c'est pour ça qu'il faut bien y aller progressivement. Et du coup, vous faites 10 minutes. Ok, bah c'est pas grave, on va monter à 20 minutes et progressivement, etc., etc. Pour ne pas générer du coup de la mauvaise fatigue. Donc votre rôle, c'est quoi? Bah, c'est de pouvoir évidemment donner tous ces conseils-là. Vous êtes tout à fait en mesure de vous donner ces conseils. Et après, vous redirigez vers un professionnel de l'activité physique ou un kinésithérapeute ou un psychomotricien qui peut faire ce travail. Donc l'absence d'activité physique est une perte de chance, lutter contre la sédentarité, j'insiste lourdement dessus, etc., etc. Ça, je vous laisserai lire, vous l'avez dans le support. Troisième étape, c'est les facteurs modifiables. Je vous ai parlé de 3 dimensions, mais en fait, il y a tout un tas d'autres dimensions qui peuvent générer de la fatigue, et ce qu'on appelle les facteurs modifiables, on a repris ça aussi de l'AFSOS. Donc du coup, il y a la nutrition, évidemment, la douleur, le sommeil, l'anxiété, tout ce qui est traitement et effets secondaires, troubles métaboliques. Donc je ne vais pas les détailler, mais n'oubliez pas qu'il y a tous ces facteurs modifiables qui induisent de la fatigue. Au niveau de la prise en charge, donc c'est une intervention qui est non médicamenteuse. Je l'ai un peu détaillé. Il y a beaucoup de preuves maintenant qui montrent que l'activité physique c'est bien. Je vais juste m'arrêter sur 2 choses parce que c'est en train un peu d'évoluer. Donc en fait, je vais m'arrêter sur cette partie-là, que les exercices aérobies sont supérieurs au renforcement musculaire. N'oubliez pas le renforcement musculaire. En fait, typiquement, quand on fait que du cardio, en fait, on perd en masse musculaire. Et la perte de masse musculaire, c'est une perte de chance pour les personnes qui sont atteintes de cancer. Donc, c'est hyper important de pouvoir faire du renforcement musculaire. Même pour vous. Vous allez voir que plus on va vieillir, plus nos muscles, en fait, on va dire qu'ils restent le même volume, mais à l'intérieur, c'est plus de gras, moins de masse musculaire. Souvenez-vous de ça, parce qu'en fait, on l'oublie souvent et on leur dit 30 minutes d'activité physique 5 fois par semaine, c'est très bien. Oui, mais n'oubliez pas que dans les recommandations, en fait, il y a du renforcement musculaire. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et pourtant, c'est quelque chose qui est prépondérant. Et les nouvelles études maintenant montrent que, limite, il faudrait faire plus de renforcement musculaire et peut-être un petit peu moins d'aérobie. Donc ça, c'est un peu en train de changer. Il y a des études qui commencent à sortir par rapport à ça. La deuxième chose où je vais aussi discuter, c'est... Donc il y a beaucoup d'études entre la haute intensité et la basse intensité. La haute intensité, évidemment, si je vous dis on va faire quelque chose de très, 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 très intense, vous allez voir un patient, vous lui dites ça, vous dites ah, il est malade ou quoi, c'est complètement fou. Sauf que, encore une fois, les nouvelles études maintenant montrent que ce serait peut-être plus efficace que de faire de l'intensité modérée. Parce que l'intensité modérée, le problème, c'est que ça doit durer longtemps pour que ce soit efficace. Et donc, faire de la haute intensité, ça pourrait être intéressant. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire que ça, mais du coup, il faudrait mixer les deux pour que, du coup, on puisse lutter contre la fatigue. Également, faire 10 minutes à haute intensité, ça génère moins de fatigue que de faire 1 heure à intensité modérée. Donc aussi, ça, il faut le prendre en compte. Il y a d'autres interventions non médicamenteuses, donc les DCC, l'éducation thérapeutique, l'entretien émotionnel, on va en parler un petit peu après. Je m'arrête juste sur l'éducation thérapeutique qui est codifiée. Moi, j'appelle ça plutôt de l'éducation à la santé. Donc tout le monde est capable de le faire, tout le monde est capable de donner des conseils, et c'est hyper important en fait de rendre les patients acteurs de leur propre santé. Donc en fait, si vous leur expliquez pourquoi ils font ça, c'est tout de suite plus simple de les engager, ce qu'on appelle l'empowerment. Et ça, c'est hyper important en fait qu'ils puissent s'engager pour pouvoir faire du coup de l'activité physique de manière plus pérenne et du coup lutter contre la fatigue. On en a parlé, ça fait plusieurs fois, et je pense que ce schéma-là, vous allez voir plusieurs fois, c'est qu'en fait, on n'est pas tout seul à travailler. Évidemment, une équipe pluridisciplinaire pour pouvoir prendre en charge la fatigue. Les professionnels concernés, c'est tout le monde, hein, les psychologues, les professionnels de la PAL, les kinés, les neurologues, les orthophonistes, etc. etc., etc. Où se fermer, il n'y a pas de DU ou de DU de la fatigue. C'est intégré dans certaines formations, mais il n'y en a pas un spécifique fatigue.
Et les outils et ressources, on vous en a mis quelques-unes là. Moi, je vais vous en citer une de plus que j'ai oublié de noter ici, qui est paca.sport.santé. Je vous invite vraiment à aller dessus, donc paca.sport.santé. Ça va vous permettre quoi? De trouver tous les professionnels de l'activité physique. En fonction de où vous habitez, il y a une cartographie. En fait, en fonction de où vous habitez, en fait, ils vont vous dire où sont les professionnels de l'activité physique. Et la deuxième chose, ça va donner toutes les informations sur la loi sport sur ordonnance. Vous savez, le remboursement depuis 2016 qui n'existe pas. Bonne nouvelle. En fait, il va se passer quelque chose en 2025. C'est en cours. Donc sur le cancer du sein, en fait, il va y avoir une prise en charge pour l'instant sur le cancer du sein et sur les maladies cardiovasculaires. Donc généralement, les populations atteintes de cancer, ils ont peut-être aussi des problèmes cardiovasculaires. Donc si vous pouvez prescrire, le remboursement de l'activité physique va se faire sur ces deux pathologies-là dans le courant de l'année 2025. Donc ça, c'est hyper important à prendre en compte. Et également sur le site pacasport.santé, il vous envoie vers un autre site où il y a toutes les mutuelles qui remboursent. Et il y a beaucoup de mutuelles aussi qui remboursent l'activité physique, en tout cas qui aident à ça. Et c'est vrai que c'est un frein, on en parlait tout à l'heure, des freins de financement. Donc en fait, il commence à y avoir des financements pour ça, donc il faut y penser. Donc ce site, la paca.sport.santé, c'est coordonné par l'ARS, donc n'hésitez pas à y aller. Et je vous remercie de votre attention. Merci à tous et au DSRC Oncopaca Corse de nous avoir invités à faire cette présentation sur les séquelles cognitives en lien avec le cancer. Donc, moi, je suis Vincent Harlet, je suis neurologue dans le service de neuro-oncologie du professeur Chino à la PHM et Eve Attali, qui est donc neuropsychologue à l'hôpital privé La Casamance à Aubagne. Donc pour commencer à introduire cette présentation, je voulais reprendre donc ces quelques phrases du rapport Vican 5 qui nous dit que les troubles de l'attention ou les dysfonctionnements de la mémoire affectent respectivement près de 36% et 68% des patients répondants. Et ces troubles vont en partie être responsables de la dépendance que l'on retrouve chez environ un quart des patients. Pour reprendre quelques données épidémiologiques, donc on a vu tout à l'heure que la répartition était en train de changer au niveau de l'âge, avec une incidence qui augmente chez les sujets jeunes, mais néanmoins, l'âge médian au diagnostic de cancer est de 70 ans chez l'homme et de 68 ans chez la femme. On sait également qu'entre 20 et 50% des patients présentent déjà des troubles cognitifs avant de recevoir un traitement par chimiothérapie. Et la plainte cognitive est très présente puisqu'elle peut concerner jusqu'à 75% des patients pour les cancers systémiques, donc hors tumeurs primitives du système nerveux central. Pour autant, cette problématique reste encore assez peu connue du grand public. Alors, on se pose la question de l'origine de ces troubles cognitifs liés au cancer. Donc, la réponse est qu'ils sont multifactoriels, bien sûr, avec donc l'âge, comme on vient de le voir, mais aussi des prédispositions génétiques, comme par exemple l'allèle E4 du gène de prédisposition ApoE, qui est le plus étudié, et qui serait en faveur de l'apparition de ces troubles. Le cancer en lui-même, avec sa cascade inflammatoire, peut être responsable de l'apparition de troubles cognitifs, on va y revenir après. Les traitements du cancer, bien sûr, que ce soit l'anesthésie, la chirurgie, les traitements oncologiques sont impliqués. On peut également évoquer des facteurs psychosociaux et il faut bien sûr rechercher des comorbidités psychologiques ou psychiatriques comme l'anxiété, les troubles du sommeil et d'autres maladies neurologiques sous-jacentes comme certaines maladies neurodégénératives par exemple. Alors, comment on va repérer les troubles cognitifs? Alors, la plainte cognitive est subjective. Les patients vont exprimer clairement une plainte cognitive et elle va se caractériser par le domaine qui est affecté, l'intensité et la gêne occasionnée par ces difficultés. Plusieurs domaines cognitifs sont touchés, comme l'attention, la mémoire, les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives regroupent toutes ces fonctions qui nous permettent de nous adapter à notre environnement, de raisonner, d'inhiber des comportements inadéquats, de réaliser des actions dans un but donné. Le langage, les praxies, donc la gestuelle, les gnosies, la reconnaissance visuelle, et tout ce qui est cognition sociale.
Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, les troubles attentionnels représentent 35% de la plainte des patients et 67% des patients présentent une plainte de mémoire. Et en dehors de ces facteurs, il y a aussi la fatigabilité qui peut impacter l'ensemble de ces domaines cognitifs. Donc cette fatigabilité dont on vient de parler a un impact important sur tous ces domaines-là. Alors, tout d'abord, l'attention. L'attention, elle a été définie initialement comme la sélection d'un événement extérieur ou d'une pensée et son maintien dans la conscience. Donc ça, c'est une définition très ancienne. Et bien sûr, plein d'études ont été réalisées depuis pour dissocier différents types d'attention. On peut dissocier déjà l'attention sélective, qui va nous permettre de sélectionner une information pertinente dans un bruit de fond. Et cette attention sélective va faire appel à, d'une part, l'attention focalisée. On va focaliser nos ressources attentionnelles sur un stimulus pertinent en inhibant des stimuli distracteurs. Il y a également l'attention divisée qui va nous permettre de diviser nos ressources attentionnelles sur plusieurs stimuli concomitants, donc faire plusieurs choses à la fois. Une difficulté d'attention focalisée va entraîner une distractibilité accrue. D'accord ? On ne va pas pouvoir repérer des informations importantes parmi des distracteurs. Et les difficultés d'attention divisée vont faire qu'on ne pourra plus réaliser plusieurs choses à la fois. Donc dans le quotidien des patients, avec le rythme de vie qu'on mène tous, on est obligé de réaliser plein de choses à la fois. Et donc là, les patients vont rapporter des difficultés à faire des doubles tâches. Du coup, ça ralentit leur rythme parce qu'ils ne peuvent plus faire deux choses à la fois, mais donc séquencer les informations et les tâches à réaliser. Donc on observe des difficultés chez les patients à réaliser plusieurs choses en même temps. Un autre type d'attention, c'est l'attention soutenue, qu'on appelle aussi la vigilance. Cette attention soutenue fait référence à un état d'alerte, c'est-à-dire un état d'éveil général qui va nous permettre de réagir rapidement à une information inattendue. Et d'autre part, il va falloir résister également à la distraction. Donc j'ai pris l'exemple de la conduite. Quand on conduit, on doit être en état d'alerte pour réagir le plus rapidement possible. Si un piéton se présente devant vous, hop, il faut freiner le plus rapidement possible. Et il va falloir également résister à la distraction. Si votre copilote ne fait que parler, il va falloir résister à cette distraction pour maintenir cet état d'alerte et réagir le plus rapidement possible à des stimulations inattendues. Une difficulté d'attention soutenue se manifeste par des difficultés de concentration. Les patients vont rapporter des difficultés à suivre des conversations, à rester concentrés longtemps. On ne peut plus lire des livres parce que c'est trop long. Donc cette difficulté d'attention soutenue a des conséquences sur les activités de la vie quotidienne. Les patients rapportent également des erreurs d'étourderie parce que le niveau attentionnel va baisser à certains moments et du coup va produire des erreurs. Et ça peut aller jusqu'à la mise en danger, notamment avec cet exemple de la conduite. Un autre domaine cognitif qui peut être affecté, c'est la mémoire de travail. Alors cette mémoire de travail, c'est une mémoire qui nous permet de maintenir une information en tête et de travailler sur cette information. Du coup, cette mémoire de travail intervient dans toutes les activités de notre vie quotidienne. Elle va nous permettre de raisonner parce qu'on retient l'information que l'on doit traiter et en même temps on agit dessus. Elle va nous permettre de comprendre le langage oral parce que quand les conversations sont longues, il faut maintenir le début de la conversation pour adapter notre raisonnement. Et la résolution de problèmes. On a des données du problème, il va falloir travailler sur ces données qu'on a maintenues vives en mémoire pour réaliser ces problèmes-là. Donc cette mémoire de travail est fondamentale dans toutes les activités et malheureusement, elle peut être affectée, notamment dans les suites de cancer. Ensuite, on a distingué la mémoire à long terme. Dans la mémoire à long terme, donc déjà au-delà de 2 minutes, on va parler de mémoire à long terme. Cette mémoire à long terme, elle est divisée en 2 grandes catégories. La mémoire sémantique, qui fait référence à nos connaissances générales sur le monde, en dehors de tout contexte spatio-temporel. Quelle est la capitale de l'Espagne ? C'est Madrid. Où et quand je l'ai appris ?
j'en sais rien et en fait peu importe, d'accord ? Je n'ai pas de contexte d'apprentissage, mais j'ai cette connaissance qui est ancrée. C'est ce qu'on appelle la mémoire sémantique. Deuxième catégorie, c'est la mémoire, cette mémoire sémantique est rarement affectée. La mémoire épisodique, c'est, comme son nom l'indique, la mémoire des épisodes, donc des souvenirs uniques qu'on peut resituer dans le temps et dans l'espace. Elle permet de voyager mentalement, donc d'aller récupérer des souvenirs des événements passés, mais également de voyager dans le futur pour se rappeler que demain, j'ai rendez-vous chez l'ORL. D'accord ? Donc ça permet ce voyage mental et ce sont des événements uniques. Cette mémoire épisodique est souvent affectée. Dans chacun de ces types de mémoire, il y a 3 étapes. Tout d'abord, l'encodage, quand on va mémoriser l'information, on va faire rentrer cette information. Donc, on enregistre l'information et le contexte. Le stockage, qui va nous permettre de maintenir cette information sur la durée. Et enfin, la récupération, quand on veut se souvenir de quelque chose, on va aller récupérer l'information que l'on a stockée. Chacune de ces étapes peut être altérée. Soit par, si c'est une tumeur cérébrale, par la localisation de la tumeur, soit par les effets des traitements, et donc soit par la fatigabilité, les troubles attentionnels qui vont plus affecter l'encodage et la récupération, alors que le stockage fonctionne ou pas, on ne peut pas y faire grand-chose. Donc si l'encodage est affecté, on ne va pas pouvoir mémoriser de nouvelles informations. L'information ne rentre pas, donc forcément, elle ne tient pas sur la durée. Le stockage va entraîner des oublis. Si je tente de mémoriser une information mais qu'elle n'est pas stockée, quelques minutes après, je vais l'oublier. Et enfin, la récupération peut être affectée. Et dans ce cas-là, ça va se manifester par un défaut du rappel spontané. Je ne vais pas réussir à me rappeler de ce que j'ai fait dimanche dernier. En revanche, si on m'évoque la situation, là, ça va me revenir. On m'a montré le chemin pour aller récupérer l'information. Étant donné qu'elle a été bien encodée, bien stockée, je vais pouvoir la récupérer. Donc un rappel spontané est difficile, mais une reconnaissance sera possible. Ensuite, les fonctions exécutives. Alors les fonctions exécutives, il y en a beaucoup, j'en ai sélectionné que quelques-unes. L'inhibition, c'est cette faculté d'empêcher que des informations non pertinentes ne perturbent la tâche, ou cette faculté à inhiber un comportement qui n'est pas adapté et qui n'est pas demandé dans la situation présente. Des troubles de l'inhibition vont se manifester chez les patients par une certaine distractibilité, par une certaine impulsivité, ou voire une désinhibition. On peut avoir une désinhibition comportementale avec des comportements atypiques, inadaptés, dus à un problème d'inhibition. La flexibilité mentale, c'est cette capacité à passer rapidement d'une chose à l'autre. On va déplacer notre focus attentionnel d'une classe de stimuli à une autre. Les troubles de la flexibilité vont se manifester par des persévérations. On n'arrive pas à changer notre focus d'une chose à l'autre et donc on va persévérer sur une même chose. Et ça peut se manifester soit au niveau du comportement, soit au niveau du langage où on va persévérer, répéter en boucle les mêmes choses. La planification, c'est une autre fonction qui va nous permettre de mettre en place, de planifier l'ordre de réalisation de nos actions. Ça va nous permettre d'anticiper et d'élaborer les étapes d'une action et de choisir la stratégie la plus adaptée à un contexte. Et une difficulté de planification va se manifester par des difficultés à organiser et hiérarchiser les tâches. Les patients nous disent « je n'arrive plus à gérer tout ce qui est administratif, je ne sais pas par où commencer, je commence une tâche, puis je m'arrête, mais je ne sais pas parce que c'était plus important que l'autre ». Ça génère une certaine anxiété parce qu'on n'arrive plus à hiérarchiser l'importance des tâches et comment s'y prendre, par où commencer. Voilà, donc après avoir vu l'éventail de toutes les fonctions cognitives qui peuvent être affectées, on va parler un petit peu des différentes étiologies possibles de ces séquelles cognitives liées au cancer, avec la notion anglaise du Cancer Related Cognitive Impairment, ou CRCI, qui est le terme actualisé qu'on trouve dans la littérature et qui tient compte de l'ensemble des étiologies. On utilisait beaucoup et moins maintenant le terme chemobrain, qui lui
lui, reflétait surtout les troubles cognitifs qui pouvaient être présents chez un patient qui avait reçu une chimiothérapie. Il y a une notion qu'on peut mettre en avant, c'est que la plainte cognitive est généralement plus importante que la mesure objective qui est faite des troubles cognitifs. Parmi donc les causes de CRCI, on a tout d'abord la neuroinflammation liée au cancer. Donc ça peut concerner un certain nombre de cancers systémiques, mais il faut savoir que chez des cancers qui sont très inflammatoires, on va avoir une inflammation cérébrale dans certaines régions, notamment les hippocampes, qui sont des structures très impliquées dans la mémoire, dans le cortex frontal, qui est très impliqué dans les fonctions exécutives, dans le corps calleux et également dans le cervelet. Donc il y a un impact vraiment négatif de ces cancers très immuno-inflammatoires. Et on sait qu'il existe une association entre le degré d'inflammation systémique au niveau du cancer et la plainte cognitive rapportée par le patient. Si on prend l'exemple de l'anxiété aussi, elle peut être bien évidemment en lien avec la maladie et l'annonce du cancer, mais elle peut être aussi majorée par la neuroinflammation. Donc pour vous parler rapidement de ce qui se passe un peu dans le cerveau, de la physiopathologie, le cancer va sécréter des protéines inflammatoires qu'on appelle des cytokines qui vont permettre d'augmenter la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire cette barrière entre la circulation sanguine et le cerveau, qui est d'habitude un site très protégé. Et cela va entraîner une inflammation au niveau des méninges, qui sont les enveloppes du système nerveux, ou des plexus choroïdes, qui sont les membranes qui tapissent les ventricules. Et on va avoir également une activation du système immunitaire résident du système nerveux, qu'on appelle la microglie. Alors parallèlement à ça, évidemment, et c'est ce qui a été étudié en premier dans cette thématique, il existe une neurotoxicité liée à l'utilisation des traitements oncologiques et notamment de la chimiothérapie, puisque la chimiothérapie en elle-même impacte la structure et le fonctionnement de certaines régions cérébrales, et on remarque qu'on retrouve en fait les mêmes régions que pour la neuroinflammation, à savoir notamment les hippocampes et le corps calleux. Il existe des changements neuronaux liés à la chimiothérapie qui peuvent être observés dès le mois qui suit la fin du traitement, avec une diminution du volume de la substance grise, donc du cortex cérébral. On voit qu'un an après la fin d'une chimiothérapie, certaines zones d'atrophie vont se corriger, mais d'autres régions cérébrales vont présenter une atrophie persistante qui se traduira par la persistance de troubles cognitifs. Si on fait une IRM fonctionnelle au patient, vous savez, c'est ces IRM où on a des couleurs qui s'allument en fonction de la région cérébrale qui est en train de travailler, eh bien on verra une hyperactivation de certaines zones cérébrales alors que le sujet est en train de les utiliser normalement. On peut également retrouver des anomalies, non plus au niveau du cortex cérébral, mais au niveau de la substance blanche, c'est-à-dire des circuits de communication entre les régions cérébrales. Et si on continue de s'intéresser à ça, 10 ans après, 20 ans après, on voit qu'il peut toujours persister des zones d'atrophie cérébrale, entraînant la persistance de troubles cognitifs. Donc les principales molécules impliquées de chimiothérapie vont être le méthotrexate, par exemple, qui entraîne une diminution de la neurogénèse, le 5-FU, les anthracyclines, donc tout ça sont des molécules qui sont quand même utilisées assez souvent, par exemple dans le cancer du sein. On sait qu'il y a peu ou pas d'impact des sels de platine à ce niveau-là. Il n'y a pas eu de comparaison vraiment entre les différents protocoles de chimiothérapie. En revanche, on sait qu'il existe un effet dose. Plus le patient reçoit une dose élevée, plus le risque de troubles cognitifs est important, et un effet cumulatif. Un deuxième type de traitement oncologique qui peut être pourvoyeur de troubles cognitifs, c'est les hormonothérapies. Donc on va utiliser essentiellement dans le cancer du sein. On sait que les œstrogènes, ce sont des hormones qui ont plutôt un rôle protecteur vis-à-vis du cerveau, puisqu'elles stimulent la neuroplasticité. Et quand on va administrer des antagonistes des récepteurs des œstrogènes, ces molécules vont traverser la barrière entre le sang et le cerveau et vont se retrouver à se fixer
à des récepteurs aux oestrogènes qui sont présents au niveau de certaines structures, toujours les hippocampes, et donc ça va se traduire par des troubles de la mémoire ou des troubles des fonctions exécutives qui apparaissent. Concernant les anti-aromatases, on suspecte également un impact cognitif, mais qui est quand même moins clair que pour les anti-œstrogènes et pour lesquels il y a des études contradictoires. Néanmoins, l'évaluation de ces troubles est quand même très complexe puisque ces hormonothérapies sont responsables de nombreux effets indésirables et donc les patientes ont tendance à avoir une représentation très négative de ces traitements. Et on peut observer des biais d'attribution de troubles psychologiques, psychiatriques ou neurologiques à ces hormonothérapies, alors qu'en fait, il faut toujours essayer d'être exhaustif et d'identifier également des cofacteurs. Si la patiente a déjà reçu de la chimiothérapie, il peut y avoir également une participation de ces traitements, ainsi que de tous les cofacteurs qu'on a déjà évoqués. En ce qui concerne le cancer de la prostate, il a aussi été montré qu'il existe un risque de trouble cognitif qui peut survenir entre 1 an et 4 ans après l'administration des anti-androgènes. En ce qui concerne les thérapies ciblées, je vous ai pris l'exemple des anti-angiogéniques, donc qui vont avoir pour objectif de bloquer la néovascularisation tumorale, mais qui peuvent aussi diminuer l'angiogénèse, donc la formation des vaisseaux sanguins normaux du cerveau, et par ce biais entraîner là aussi une diminution des fonctions cognitives en diminuant la vascularisation des hippocampes. Donc dans une étude française, 30% des patients qui avaient une thérapie ciblée présentaient un déclin cognitif. En ce qui concerne les traitements par immunothérapie, donc les principales sont ce qu'on appelle les checkpoint inhibiteurs qui sont de plus en plus utilisés. Donc ces molécules vont passer la barrière entre le sang et le cerveau et vont avoir la particularité d'aller activer le système immunitaire résident du système nerveux et donc d'exacerber des troubles cognitifs. Entre parenthèses, donc c'est vrai que ça c'est des choses qui sont décrites plutôt en post-traitement. Si le patient présente des troubles cognitifs pendant son traitement ou très rapidement progressifs, il faut se méfier d'une toxicité aiguë, neurologique, immuno-induite, qui peut correspondre à de véritables méningites, méningoencéphalites, encéphalites immuno-induites et qui nécessitent une prise en charge en urgence avec une IRM cérébrale, une ponction lombaire et un traitement adapté. Les dysfonctionnements endocriniens peuvent également entraîner une majoration des troubles cognitifs et les hypophysites, par exemple, sont assez fréquentes chez les patients traités par immunothérapie. Donc si vous avez un patient qui a une hypophysite et en même temps des troubles cognitifs, l'hypothèse immuno-induite est plus probable. Alors, dans la fiche de repérage des troubles cognitifs, on se demande donc quand s'interroger. Encore une fois, à tout moment, avant les traitements, pendant les traitements et après les traitements, afin d'anticiper au mieux s'il y a présence de troubles cognitifs, proposer des solutions. Il faut également repérer et évaluer ces troubles cognitifs et ne pas hésiter à en parler parce qu'il y a des solutions. Donc, quand s'interroger, les troubles cognitifs peuvent préexister. Ils peuvent apparaître pendant les traitements, mais également après les traitements, de quelques mois à plusieurs années après les traitements. Alors attention, l'évaluation avant l'initiation du traitement oncologique peut être compliquée parce que il y a une anxiété liée à l'annonce du diagnostic et donc cette anxiété va biaiser les résultats. Il faut essayer d'anticiper au maximum ces troubles cognitifs pour agir sur les facteurs associés. Ces troubles cognitifs peuvent être sous-tendus par ce que l'on a vu juste avant, les traitements qui vont agir sur différentes régions cérébrales, mais peuvent également être présents antérieurement à cause d'une maladie neurodégénérative, peuvent se manifester à cause de l'anxiété. Donc ce sera plus des troubles fonctionnels qu'organiques, mais ils sont malgré tout présents.
Il faut dépister les fragilités cognitives, donc à l'aide de différents tests, notamment la batterie MoCA, la batterie de Montréal, que je vous présenterai juste après. Le test de l'horloge, où on demande aux patients de dessiner le cadran d'une horloge avec tous les chiffres et d'indiquer 9h10, par exemple. Un test qui paraît très simple, mais qui est très discriminant, puisqu'on va déjà repérer des troubles, soit de la planification, soit des troubles visio-spatiaux, soit des troubles sémantiques. Le Minicog, qui est également une batterie rapide d'évaluation des fonctions cognitives, et prédire les toxicités, les complications, donc faire des corrélations. Enfin, il y a des corrélations déjà entre les scores à ces différents tests et les différentes complications qui peuvent apparaître. L'évaluation pendant et après le traitement, on a choisi principalement le test de la MoCA, je vais vous en parler juste après. Mais alors, comment repérer ces troubles cognitifs? Donc ça, ce sont les questions qui ont été choisies dans le questionnaire de repérage. Avez-vous du mal à effectuer les tâches comme avant? Avez-vous des troubles de la mémoire ou de la concentration? Ressentez-vous des difficultés de raisonnement ou un ralentissement de vos pensées? Au cours des conversations quotidiennes, avez-vous des difficultés à trouver les mots? Donc ça, ce sont des petites questions qui peuvent intervenir à n'importe quel moment de l'entretien avec les patients. Et au cours de l'entretien, vous pouvez avoir des questions plus personnalisées. Êtes-vous plus facilement distrait? Avez-vous du mal à organiser vos idées? Vous sentez-vous confus? Ça, c'est un point très important. La majorité des patients vont nous rapporter un brouillard cérébral. Donc c'est difficilement définissable, mais tout va plus lentement, on ne comprend pas tout, on a des ralentissements. Voilà, c'est ce qu'ils appellent ce brouillard cérébral. Depuis combien de temps ressentez-vous ces troubles? Est-ce qu'ils étaient antérieurs au traitement ou non? Et quel en est l'impact sur votre quotidien, vos activités professionnelles ou de loisirs et vos relations sociales? Parce que ces troubles, l'intérêt de caractériser ces troubles, c'est d'aider le patient et de lui apporter la meilleure qualité de vie possible et donc voir l'impact sur l'ensemble de ses activités de la vie quotidienne. Donc le test de MoCA reprend différents items qui vont déterminer les fonctions exécutives. Donc vous voyez le premier test en haut à gauche où le sujet doit relier alternativement un chiffre, une lettre, dans l'ordre croissant et l'ordre alphabétique. Il va donc être obligé d'utiliser une certaine flexibilité mentale pour passer d'une catégorie à l'autre. La copie du cube, qui va nous permettre d'évaluer les fonctions visio-spatiales et visio-constructives. Le test de l'horloge que je viens de vous citer. Dénommer les 3 animaux que vous voyez. Un test de mémoire où on va citer 5 mots. Le patient doit les rappeler en immédiat et après délai. Un test de mémoire immédiate où le sujet doit rappeler une série de chiffres à l'endroit et une série de chiffres à l'envers, ce qui fait donc appel à cette mémoire de travail. Je retiens la série de chiffres et je la mets à l'envers. Un test de langage où il doit répéter 2 phrases complexes. Un test d'abstraction conceptuelle qui fait partie des fonctions cognitives. En quoi une orange et une banane se ressemblent? Eh ben, j'abstrais le concept global, ce sont des fruits. Le rappel donc des 5 mots et une petite question d'orientation spatio-temporelle. Attention, quelques points de vigilance. Il peut y avoir des discordances entre la plainte subjective et la dysfonction cognitive objective, d'où l'intérêt de réaliser une évaluation neuropsychologique complète. Il faut évaluer les cofacteurs, comme on l'a dit. L'anxiété, la dépression peuvent impacter le fonctionnement cognitif. Évaluer les antécédents familiaux, les comorbidités et les traitements associés. Bien évidemment, les médicaments peuvent avoir un impact direct sur le fonctionnement cognitif et évaluer surtout l'impact sur la qualité de vie. Les séquelles peuvent être associées et nécessitent alors une approche globale et leur prise en charge sera pluriprofessionnelle. Comme on l'a vu au cours des différentes interventions, des psychologues, des kinés, des psychomotriciens, des ergothérapeutes, des diététiciens, tout l'ensemble des personnels soignants va être mis à contribution pour repérer ces troubles cognitifs. La prise en charge, on va orienter le patient pour avoir un bilan neuropsychologique complet. Donc la MoCA, c'est un test de dépistage, mais évidemment, après, on va aller utiliser des tests spécifiques pour chacune des fonctions cognitives.
Et en fonction des troubles observés, objectivés, on va pouvoir proposer de la stimulation cognitive ou de la remédiation cognitive avec des séances en cabinet, donc chez les neuropsychologues ou les orthophonistes, ou de la réhabilitation virtuelle avec notamment le site Oncogite, dont on a parlé tout à l'heure, qui sont des exercices de stimulation cognitive qu'on peut réaliser à domicile sur ordinateur. Une chose importante, c'est le maintien des activités sociales. L'isolement est vraiment très mauvais pour la cognition. Il faut vraiment encourager le maintien des activités sociales. Ne pas hésiter à proposer aux patients de participer à des groupes de pairs, à des associations de patients et des ateliers d'éducation thérapeutique. Alors, en post-traitement, l'objectif ne peut pas être le retour à la vie d'avant. Il y a un changement des repères vitaux et il y a un développement personnel post-traumatique en place. Donc, il faut accompagner, aider le patient à vivre au mieux avec ces nouvelles données. On va pouvoir récupérer certaines fonctions, donc ces troubles cognitifs ne sont pas nécessairement irréversibles. En revanche, pour les troubles persistants, il va falloir aider le patient à adapter son mode de vie à ces nouvelles difficultés. Ça, vous le retrouverez dans la fiche de repérage des troubles cognitifs, donc le trouble anticipé, le trouble exprimé. Il peut y avoir des troubles précoces et des troubles qui apparaissent plus tardivement. Et on va caractériser les troubles avec différents tests cognitifs et enfin adresser les patients aux professionnels de santé concernés. Voilà, donc en ce qui concerne la structuration du réseau, cancer et cognition, donc pour commencer, sur le plan international, il existe un groupe de travail qui s'intéresse à cette thématique et qui fait des congrès réguliers. Le dernier congrès avait lieu d'ailleurs en France, à Caen, au début du mois. Ensuite, au niveau national, nous avons des recommandations qui sont donc émises par les sociétés savantes, notamment l'AFSOS et le GRECO, qui est le groupe de réflexion sur les évaluations cognitives. Il y a une disparité quand même régionale sur l'organisation de cette thématique, avec notamment une région que je vous ai citée ici, qui est pionnière quand même dans la thématique, c'est la Normandie, où il existe une véritable plateforme d'expertise clinique, préclinique, neurophysiologique et biostatistique. Et en région PACA, donc on a beaucoup d'intervenants, je pense, dans cette thématique, mais l'objectif de ces prochaines années va être, je pense, de structurer un petit peu et de regrouper tous les acteurs qui sont intéressés par ce sujet pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc, où se former? Il existe en France un DIU cancer et cognition à Rouen, qui est destiné à la fois aux médecins, mais aussi aux professions paramédicales et aux chercheurs. Il existe un DU de neuropsychologie clinique à Montpellier et à Caen, et une formation qualifiante troubles neuropsychologiques et cancer à Caen. Les outils et ressources, donc on en a déjà évoqué plusieurs. Je signale qu'il existe aussi une fiche de parcours de soins de la HAS sur les troubles cognitifs qui peut être également utilisée. Donc en conclusion, donc nous avons présenté les différentes fonctions cognitives qui peuvent être impactées, avec en premier lieu l'attention et la mémoire, mais aussi toutes les autres. Ces troubles peuvent être présents avant, pendant et après les traitements du cancer. Il faut bien penser à rechercher les cofacteurs qui peuvent aggraver ces troubles cognitifs. Le principal test utilisé en pratique clinique est le test MoCA qu'on a évoqué tout à l'heure. Les mécanismes impliqués sont nombreux et complexes et la prise en charge est elle aussi limitée et complexe. Et donc une structuration régionale est nécessaire afin d'orienter les patients et de favoriser la recherche. Voilà, merci de votre attention.